Vous avez le droit de l'être aussi d'ailleurs et de m'interrompre dès le début, hein, vous n'avez pas besoin d'attendre les questions. En tout cas, j'aime beaucoup le titre de la conférence et je vais commencer donc par la fin. Je vais commencer par le ver de terre, qui est un animal pour qui je n'avais pas une affection particulière jusqu'à il y a quelques années, que j'ai découvert dans mon potager, que j'ai regardé avec un peu une stupéfaction réciproque, que j'ai appris à toucher aussi, parce que vous savez, il y a une sorte de répugnance un peu instinctive par rapport au sol, et je pense qu'on va y revenir, parce que je pense que c'est une répugnance qui vient de loin, qui est métaphysique, qui explique qu'on connaisse si mal les sols. Et donc, il faut déjà apprendre à les toucher, mettre la main dans la terre, c'est une première étape, à prendre le ver de terre dans ses mains, c'est une deuxième étape, à le caresser langoureusement, c'est une troisième étape. Et comme vous savez, il y a deux sens pour caresser le ver de terre. Soit vous prenez le sens des soies, donc des petits poils, et c'est tout doux, soit vous allez en sens inverse, et là déjà, c'est un peu plus urticant. Et donc, j'ai commencé à me documenter de manière, à titre de curiosité personnelle. Et c'est un des rares domaines où on fait assez vite le tour de la bibliographie, ce qui est assez rassurant. Globalement, il y a un livre, grand public en tout cas, qui est celui de Marcel Boucher, Vers de terre et des hommes, que vous connaissez probablement. Et puis, c'est aussi un des rares domaines où quand on va sur YouTube, on arrive assez rapidement à la fin des vidéos. Il y a une fin sur YouTube, au bout de 27 vidéos de vers de terre, c'est fini. J'ai trouvé cet animal fascinant d'abord parce que, vous le savez, c'est le laboureur des sols. Donc, c'est, selon Darwin, on va y revenir, l'animal le plus important de l'évolution naturelle parce que c'est lui qui rend le sol fertile et qui permet qu'il y ait quelque chose au-dessus du sol. En sachant que ce qu'il y a au-dessous du sol est, en termes de biomasse, plus important que ce qu'il y a au-dessus. Vous savez qu'il y a combien il y a quel est le poids des vers de terre à l'hectare, à votre avis? 150 kilos. Alors, 150 kilos, vous êtes sur un champ conventionnel dévasté par le glyphosate, 150 kilos. 3 tonnes, voilà. On est entre 2 et 4 tonnes à l'hectare. Quand il en reste 150, donc on dit que sur les terres cultivées de manière chimique, disons, vous avez une perte de 80% de biomasse, donc il ne reste plus beaucoup de vers de terre. J'en profite d'ailleurs pour dire que le glyphosate ne tue pas directement le ver de terre, mais en revanche, il perturbe sa reproduction, et donc à moyen terme, évidemment, il lui interdit de se pérenniser dans les sols. Et donc, rien que ça, c'est assez stupéfiant, c'est-à-dire qu'on se dit, mais il y a en fait là-dessous, sur ce sol sur lequel je marche sans y prêter attention, sur lequel je m'essuie les pieds, en fait, constamment, c'est ce que nous faisons sur le sol, alors que nous regardons le ciel avec tant d'admiration depuis 3000 ans, il y a une espèce de masse grouillante absolument énorme qui travaille pour nous. Et puis, en lui-même, c'est un animal assez incroyable, puisqu'il n'a aucun sens. Il n'a pas d'ouïe, il n'a pas de vue. En fait, il a juste une grosse bouche, c'est une grosse bouche et un intestin qui broie en permanence ce qu'il y a devant lui. Et néanmoins, il a 3-4 cœurs, je crois. Mais néanmoins, d'abord, c'est un corps organisé. Donc, contrairement à la légende, ne coupez pas un ver de terre en deux, ça ne fait pas 2 vers de terre, ça fait un ver de terre mort. Il est doté, vous le savez, d'un clitellum qui se correspond à ses organes sexuels. Et quand il est rouge vif, le clitellum, il est allumé, la lanterne est allumée et le ver de terre est mûr pour se reproduire. Et donc, il a en fait un seul sens, c'est de percevoir les vibrations du sol. C'est pour ça que pour faire sortir les vers de terre, les pêcheurs ont cette astuce qui consiste à planter une fourche dans la terre, à la secouer un peu et les vers de terre sortent. Une autre méthode, un tout petit peu plus précise, c'est de mettre de la moutarde. Il n'aime pas la moutarde, il sort. Et là, vous pouvez les compter, puis vous renouvelez l'opération tous les 6 mois pour voir si vos sols sont plus fertiles ou plus sains. Et donc, ça se traduit par davantage de vers de terre. Et puis, si vous voulez être vraiment scientifique, là, vous creusez 1 mètre cube et puis vous comptez à la main et vous les répartissez dans des gamelles en fonction de leurs espèces, puisque vous savez qu'il y a plus de 700 espèces de vers de terre. En sachant que certains restent à la surface, c'est les épigées, certains restent toute leur vie dans les profondeurs, ils sont longs et pâles, et certains font l'aller-retour entre les deux et nous donnent ces petits turicules qu'on voit sur les sols, qui sont des petits turicules de 2-3 cm, vous voyez, comme des petites crottes, qui nous donnent une bonne indication qu'en fait, nos sols sont des crottes, ce sont des crottes de vers de terre. Et puis, il a une sexualité qui m'a quand même amusé, puisque c'est un hermaphrodite. Mais ce n'est pas un hermaphrodite qui se reproduit avec lui-même, c'est un hermaphrodite qui se reproduit avec un partenaire, qui donc se reproduit d'abord mâle contre mâle, tête bêche, avec la queue dans le sol, comme ça, s'il y a un prédateur, il se rembobine. Et
Et donc, au bout d'une reproduction qui peut durer parfois plusieurs heures, le ver de terre est patient, les deux spermes glissent sur les deux corps pour atteindre les deux ovules respectifs. Parce que vous voyez le processus qui est assez technique et qui fait qu'à partir d'une reproduction de ver de terre, vous avez deux lignées ADN différentes. C'est-à-dire que chacun va constituer sa propre progéniture avec un ADN différent de celle de l'autre. Ce qui veut dire que exponentiellement, le ver de terre peut se multiplier de manière extrêmement rapide, qui explique que quand vous avez, par exemple, ne serait-ce qu'un vermicomposteur, quand il donne bonnes conditions, ça se reproduit extrêmement vite. Quand il donne mauvaises conditions, ça s'autorégule, disparaissent. Et donc, ça va très vite. C'est aussi une bonne nouvelle pour les sols, parce qu'on peut les régénérer assez vite. Et il y a des gens qui font ça, qui font de la régénération lombricienne. J'ai rencontré un thésard qui fait ça et qui va remettre à la main des vers de terre dans les sols pour essayer de casser en fait, des sols qui sont devenus trop durs, trop compacts, et de commencer à remettre de la vie dedans. Mais j'ai trouvé dans cette sexualité quelque chose de particulièrement fascinant, c'est cette idée que, d'abord, c'est une sexualité immobile. C'est-à-dire qu'ils se mettent l'un contre l'autre. Je dis jamais ça en conférence normalement, mais vous avez compris que ce soir... voilà. Donc, ils se mettent l'un contre l'autre, ils s'enrobent d'une sorte de cocon, de mucus, et ils deviennent indiscernables. Et ils ne bougent pas, ils ne se frottent pas l'un à l'autre comme les mammifères. Et Lucrèce, c'est dans le De Natura Rerum, à ce passage assez terrible sur la sexualité humaine, qu'il décrit de manière un peu froide, un peu analytique, en expliquant que finalement c'est comme deux... On a l'impression, vu de loin, que c'est deux individus qui se battent entre eux, quoi. Et là, non, pas du tout. Là, ils sont collés. Ils sont indiscernables. Et finalement, peut-être qu'ils accomplissent un petit peu, les vers de terre, l'idée platonicienne de l'androgyne, parce qu'ils font eux-mêmes hermaphrodites, et que quand ils se reproduisent, véritablement, ils fusionnent en un seul corps. Et ça m'a donné le loisir, alors je mets ça dans l'esprit d'un des personnages de mon roman pour ne pas trop m'avancer dans des thèses théologiques douteuses, mais ça m'a donné l'idée de réinterpréter le début de la Genèse de la Bible, puisqu'au début, Adam est créé, et puis on ne nous dit pas qu'il est homme, hein. Et ça, les théologiens insistent souvent là-dessus. Il n'est pas forcément mâle, Adam. C'est un être humain, disons. Et il se nourrit assez facilement. Ça lui demande un tout petit effort, mais pas trop. Et le sol est fertile, nous dit la Bible. Le sol est fertile, et il a dans cette fertilité, me semble-t-il, une forme d'androgynie primordiale, une forme de sensualité précédant la différenciation genrée. Et puis après, le péché originel arrive. Avant ça, Adam est séparé quelque part, on pourrait l'interpréter comme ça, d'un côté en mâle, de l'autre côté en femelle. Et là, nous dit la Bible, le sol devient infertile. Les racines, les chardons et les ronciers y poussent. Et donc, quelque part, le ver de terre disparaît. On perd cette espèce de fusion originelle des corps. Alors, donc, ça, c'est mon entrée dans le jeu du sol. C'était le ver de terre qui a donné lieu à un roman, Humus, où j'imagine comment deux jeunes ingénieurs agro, fascinés comme moi par cet animal, essayent de l'exploiter, disons, dans leur projet écologique. L'un se radicalise, revient à la terre, essaye justement de régénérer un champ pollué par les pesticides de son grand-père en y réintroduisant des lombriques et en faisant à peu près toutes les erreurs qu'il est possible de faire dans ce genre de manipulation. Et puis l'autre va prendre le même animal pour faire un projet plus industriel, plus économique, faire des vermicomposteurs géants. Ça existe, hein, j'en ai visité un près de Rouen. Il y a une entreprise qui fait ça, créée par de jeunes ingénieurs normands, et qui donc, sur la longueur de cette salle, a une énorme bassine, si vous voulez, avec une trémie qui va pousser des déchets organiques. Et là-dedans, vous avez des milliards de vers de terre qui retraitent et qui produisent du bio-compost, qui est ensuite revendu aux agriculteurs. C'est ça le modèle de cette entreprise. Et donc, un de mes deux héros imagine faire ça en très, très grand, et puis monte une sorte de start-up, lève des fonds. Ouais. Mais le sujet, c'est le ver de terre. Et au-delà du ver de terre, et c'est le titre du roman, c'est l'humus. Parce que le ver de terre n'est pas seul dans la terre. Une fois qu'on s'est amusé avec ce personnage, il faut reconnaître qu'il fonctionne avec beaucoup de bactéries, de champignons, et qu'on connaît mal tout ça. Et là, j'aimerais revenir un peu, j'aimerais ouvrir cette parenthèse. Pourquoi est-ce qu'on connaît si mal le sol? Alors d'abord, le constat, c'est Marc-André Solos, que je crois que vous avez entendu ici, qui le fait, c'est qu'on connaît 1% des espèces vivantes
qui sont à l'intérieur du sol. Ça veut dire qu'on ne connaît rien. C'est une terra incognita. Ce qui est fascinant, c'est presque un objet où la connaissance humaine s'est peu aventurée. Et comme je le disais au début, le contraste avec le ciel est tout à fait fascinant, puisque les Grecs, pour commencer, sont obsédés par le ciel, et qu'à un moment donné dans le Théétète, Socrate raconte l'histoire de Thalès, qui marche à la tombée du jour, qui regarde les étoiles qui commencent à apparaître dans le ciel, et qui tombe dans un trou. Et là, une servante, une femme, notez-le, une servante Thrace, nous dit Socrate, maligne, précise Socrate, lui dit « Arrête un peu de regarder au-dessus de ta tête, regarde où tu mets les pieds. » Et personne n'a écouté, jusqu'à Darwin, jusqu'à la fin du 19e siècle, les conseils de la servante Thrace. On a continué à faire du cosmos, de l'ordre cosmique, de la régularité des planètes, la loi la plus absolue, la plus parfaite. La théologie augustinienne fait du ciel, de la cité de Dieu, une image de l'ordre auquel l'humanité devrait aspirer, alors que la Terre est considérée avec mépris, avec dégoût, avec crainte. Ce sont métaphoriquement, mais aussi très concrètement, les plaisirs terrestres, des choses qui sont finalement innommables, indicibles. On commence à s'intéresser au sol. J'ai cherché des références philosophiques du compost. J'ai cherché dans tous les philosophes le premier qui avait parlé du compost. Je suis arrivé au bout de mes recherches, au bout de ma bibliographie, au bout de Google, j'ai demandé à ChatGPT, qui m'a dit oui, facile, c'est chez Rousseau. Je dis, il me dit oui, c'est dans l'Émile, chapitre 4. Il sort une très belle citation. Émile manie la terre et puis prend du compost fait de purin de cheval et ainsi la culture se mêle à la nature. Donc, c'est très rousseauiste, très bien. Je vérifie quand même dans l'Émile par acquis de conscience et je m'aperçois que ChatGPT a halluciné. Ça n'existe pas. Vous vous rendez bien compte, c'est une parenthèse, que si j'avais dit merci beaucoup, ChatGPT aurait enregistré ce passage comme étant valide et l'aurait probablement intégré quand un élève lui aurait demandé quel est le texte de l'Émile, l'aurait intégré au texte de l'Émile. C'est quand même assez vertigineux cet outil. Donc je lui réponds, c'est pas vrai. Il me dit, excusez-moi, parce qu'il comprend que quand on l'engueule, la réponse la plus probable, c'est celle-là qu'il faut qu'il donne. Bon, donc rien du tout. Et la première référence que j'ai trouvée, la première de l'histoire de la philosophie, mais j'attends d'être démenti, à chaque fois je le dis aux conférences en espérant que quelqu'un ait une autre idée, c'est dans Élisée Reclus, qui parle de l'humus comme d'une membrane proligère qui entoure la Terre et qui permet de recycler, que les générations se succèdent. Je vais y revenir dans un moment. Mais on est à la fin du 19e siècle, et c'est d'ailleurs pas un hasard, puisque c'est dans les années 80 que Darwin écrit son dernier livre, qui est donc un livre sur les vers de terre, ce qui est un livre qui lui prend 10 à 15 ans, et qui correspond à énormément d'expériences qu'a fait Darwin, et c'est lui qui conceptualise le rôle du ver de terre comme laboureur des sols, et qui en fait à la fin du livre l'animal le plus important dans l'évolution naturelle qu'il a par ailleurs conceptualisé. Et c'est à cette époque qu'apparaît la pédogénèse, c'est-à-dire la science des sols, qui pareil n'existait pas avant. Donc vous voyez, c'est une science balbutiante, récente, et qui nous montre aussi par contraste qu'on ne connaît pas les sols, qu'on les méprise et qu'on les maltraite parce qu'on ne les connaît pas et qu'on est dedans des produits qu'on est incapable d'analyser simplement parce qu'on ne sait pas comment fonctionne un sol, tellement cet équilibre est complexe et dépend des conditions locales. Donc, cet humus, je pense qu'il nous fait peur parce que, évidemment, il correspond à notre humanité profonde. Ce n'est pas un hasard si toutes les grandes religions font venir l'homme de la terre, de la glaise, de la boue, et si étymologiquement humain, de même qu'humilité vient d'humus, et bien sûr retourne à l'humus. Il nous fait peur, et j'ai le sentiment que parfois nos civilisations, nos villes en particulier, sont des tentatives constantes et désespérées de cacher le sol, de le recouvrir, de construire quelque chose qui puisse être immarcessible. Parce que qu'est-ce que fait un sol? Constamment, il décompose la mort. Il retraite la mort et il permet à une vie nouvelle d'advenir. À 99% les cadavres végétaux, à 1% les cadavres animaux. Mais si vous n'aviez pas de sol, en fait, les cadavres, ils ne se décomposent pas tout seuls. Ils se décomposent parce qu'ils sont mangés. Si vous n'aviez pas de sol, les cadavres s'empileraient et en quelques générations boucheraient l'horizon.
C'est le sol qui constamment défait les grosses molécules des corps carbonés, des corps organisés, les dissout en petits éléments biogènes qui peuvent de nouveau repartir dans la chaîne trophique, être absorbés par les racines des plantes, qui vont être mangés par les herbivores, qui vont être mangés par les carnivores, etc. Et donc, en fait, quelque part, le sol permet au temps d'advenir. Sans sol, pas de temporalité animale, pas de temporalité en tout cas au-dessus de la Terre. Et c'est bien, quand on dit qu'on veut sauver la planète, c'est bien cette fine membrane incroyable de 40 cm d'épaisseur qu'on essaye de sauver, c'est pas la roche. Et quelque part, il donne aussi une temporalité parce qu'il nous donne un horizon de temps, le sol. C'est Marc-André Selosse qui explique que si on prend une roche-mère, il faut attendre 1000 ans pour que se constitue, à travers les bactéries déposées par le vent, un humus, puis une forêt primaire. 1000 ans. Ça donne un peu le battement, quelque part, le rythme cardiaque de la planète, c'est ces 1000 ans que nécessite la constitution d'un sol. Et c'est cette temporalité peut-être qui nous effraie et que nous essayons d'éliminer quand nous construisons des villes. La ville, c'est un effort d'artificialisation pour construire quelque chose d'éternel, qui ne bouge plus. Et constamment, la ville doit éliminer, par un effort, des travaux incessants et une dépense d'énergie colossale, doit éliminer ce sol qui toujours vient essayer de la manger. C'est vrai par terre, puisque les racines vont craquer les canalisations, que si vous laissez une rue à l'abandon pendant 2 ans, même si vous avez mis le béton le plus solide, eh bien les touffes d'herbe vont apparaître. En fait, toujours le sol vient craquer la ville. Et c'est vrai par terre, mais c'est vrai aussi sur les façades. Savez-vous pourquoi on ravale les façades? C'est pas cette couche noire qui se dépose régulièrement sur les façades n'est pas due à la pollution. C'est le sol, c'est la pédogenèse, c'est la naissance du sol par dépôt des premières bactéries. Et si vous allez voir Tchernobyl aujourd'hui, moi je rêve de faire, et je ferai, un reportage à Tchernobyl sur cette question. Tchernobyl, c'est fascinant. C'est la seule ville, en fait, bétonnée que l'humanité a abandonnée. C'est notre première ruine moderne. Ça fait 50 ans, donc, qu'il n'y a plus 40 ans, pardon, qu'il n'y a plus d'êtres humains dans la zone d'exclusion de Tchernobyl. Et quand vous regardez les images de Tchernobyl aujourd'hui, c'est une forêt. Tout est cassé. Les arbres ont démonté le béton et les chevaux de Przevjalski, les derniers chevaux sauvages, se sont retrouvés là bien protégés. Tchernobyl est devenue la première réserve de biodiversité d'Europe et ils se baladent sur les anciens blocs de parpaings. Donc toujours l'humus détruit, toujours l'humus recycle, et toujours nous essayons en fait de l'éviter parce qu'il nous confronte évidemment à notre propre disparition. Et je suis à cet égard assez motivé par les discussions législatives qui sont censées s'ouvrir sur la question de l'humusation, qui est à la fois une très ancienne et une nouvelle technique pour inhumer les corps, qui consiste à les mettre directement dans de la matière organique, alors soit directement dans la terre, soit aux États-Unis où c'est très à la mode, et ils font toujours tout avec un peu de technique aux États-Unis, donc c'est fait dans une sorte de caisson et avec une optimisation de la dégradation du corps qui fait que pour aller vite, au bout d'un an, la famille récupère des sacs de terreau et peut y faire pousser des arbres. Enfin, voilà. Et moi, je trouve que c'est une perspective quand on n'est pas croyant, quand on ne veut pas justement aller au ciel, mais retourner à la terre, c'est une perspective plutôt confortante quelque part, parce que immédiatement, notre corps rejoint la chaîne de la vie. Et c'est ce que n'a pas compris cette horreur de Sartre. Vous vous rappelez au moins de vos classes de terminale cette histoire de la racine dans la nausée de Sartre. L'exemple qui illustre l'angoisse existentielle pour Sartre. Sartre, c'est le premier philosophe d'après Dieu. Il y a des philosophes qui ont tué Dieu au siècle d'avant, puis Sartre, il arrive, il dit, bon, ça c'est fait, c'est mort, donc maintenant, qu'est-ce qu'on fait? Et donc, évidemment, il se trouve devant l'angoisse. Et cette angoisse apparaît dans la nausée quand le héros se trouve face à une racine. Il est dans un parc public, il contemple une racine de marronnier, je crois, et il se dit, mais cette racine, c'est le pur étang, c'est l'existence la plus intense, la plus absurde, la plus injustifiable, c'est ce qui est, et devant ce qui est, ben, je suis pris d'une angoisse considérable. Et moi, je dis que si Sartre avait compris
En plus, les philosophes sont souvent bons en maths ou en astronomie, mais jamais en biologie. Ça leur manque énormément. Et si Sartre avait compris que la racine, en fait, elle a une fonction, qui est de reprendre les sucs de la terre pour les amener à l'arbre, qui est de descendre l'eau pour l'amener au sol, qui est d'être en lien avec les mycorhizes et les champignons qui vont créer justement des relations entre les arbres, eh bien, l'angoisse se serait évanouie, en fait, parce que la racine serait devenue un objet positif, un objet qui, justement, contribue à ce cycle qui nous transforme, enfin, qui retransforme constamment la vie et qui permet le progrès, parce qu'en dissolvant ce qui n'est plus, elle permet évidemment au nouveau d'advenir et à l'évolution de se produire. Darwin, d'ailleurs, note lui aussi, quand il parle des vers de terre, et je reviens à cette histoire des ruines qui est centrale, en fait. Qu'est-ce qu'une ruine? Et c'est le premier Darwin qui comprend que les ruines sont sous terre, non pas parce qu'elles se sont enfoncées magiquement, mais parce qu'elles ont été recouvertes. Et elles ont été recouvertes par quoi? Par l'action de milliards de lombriques qui ont formé leur petit turicule et qui, au bout de centaines d'années, ces turicules ont recouvert les bâtiments humains. Donc, vous voyez, cet humus, constamment, il nous engloutit. Et Darwin se demande, parce que là, je vous ai dit, tout ça, on n'a pas compris ça pendant très longtemps. Et pourquoi? Darwin se demande pourquoi. Il dit, on n'a pas compris ça parce que l'esprit humain refuse l'hypothèse selon laquelle une infinité de petites actions produit un effet macro important. Ça ne correspond pas à notre envie d'agir sur le monde par fiat. L'esprit humain aime se représenter une volonté, qu'elle soit divine ou ingénieriale, qui va transformer les choses. Mais l'idée que ça soit une coopération spontanée de milliards d'individus, c'est finalement très décevant pour l'esprit humain. Et ce qui est intéressant, c'est que dans l'origine des espèces, Darwin donne quasiment la même explication quand il s'interroge sur le déni face à l'évolution naturelle. Il se demande pourquoi on a mis si longtemps à comprendre que les espèces évoluent. Et il dit à peu près la même chose. Il dit, c'est parce qu'on ne peut pas se représenter des centaines de millions d'années, et que donc chacune des petites mutations qui ont donné un organisme très complexe, très organisé, on se dit c'est trop beau, quelqu'un doit l'avoir créé. Il dit mais non, mais c'est parce qu'on ne comprend pas que on n'arrive pas à se représenter le million de petites mutations qu'il a fallu et qui sont chacune très modestes. Et donc ce que sont les mutations de l'évolution au niveau du temps, sur l'échelle du temps, les vers de terre le sont quelque part sur l'échelle horizontale de la Terre. Et c'est cette réticence de l'esprit humain par rapport aux petits qui explique pour Darwin, mais je le rejoins volontiers, cette ignorance dans laquelle nous sommes du sol sur lequel nous marchons. Alors évidemment, les choses progressent. Marc-André Selosse fait son apparition et marque une nouvelle ère, l'ère post-Selosse. Et nous sommes dans l'an 10 de l'ère Selosse, dans laquelle nous allons enfin prêter attention au sol. Mais nous avons intérêt à y prêter attention assez vite, puisque, et là je vais rentrer dans les considérations plus terre à terre, maintenant qu'on a reconnu ce rôle métaphysique au sol, il ne faut quand même pas oublier qu'il a évidemment un rôle agronomique fondamental, puisque non seulement il permet de faire pousser des plantes saines, mais il permet aussi de stocker l'eau, il sert d'éponge, donc c'est une réponse absolument formidable, un sol vivant aux questions du dérèglement climatique s'agissant des précipitations, puisque ça permet à la fois d'absorber les inondations et de servir d'éponge, puisque ça va rendre l'eau quand on en aura besoin pendant les périodes de sécheresse. Ça permet de traiter l'eau, de la dénitrifier, par exemple. Et puis, ça permet évidemment de créer ou de recréer de la biodiversité. Et ce sol, évidemment, on l'a maltraité. Quand vous voyez derrière un tracteur un nuage de poussière, c'est qu'il n'y a plus de vers de terre, c'est que le sol est friable. Quand vous voyez des grandes flaques, quand vous passez en train devant des champs sans haies, bah c'est pareil, c'est que l'eau, elle pénètre plus, parce que l'eau, quand elle est drainée par le sol, c'est qu'elle passe en fait dans tous ces milliers de galeries de vers de terre dont on n'a pas parlé, mais le ver de terre, il se repère en fait dans des galeries qui sont bien plus complexes que celles des pyramides et qu'il connaît par cœur. Ce qui fait qu'aujourd'hui, les scientifiques estiment que, je me protège derrière les chiffres puisque je me fais toujours harceler là-dessus, 61% des sols européens sont dégradés, c'est ce que dit la Commission européenne, ou que dans les sols cultivés en conventionnel, 80% de la biomasse, y compris des vers de terre, a disparu.
Et cette maltraitance du sol, c'est très grave. Parce que bien sûr, une agriculture sans sol compense par les engrais pris de manière extérieure, par du gaz russe transformé en azote, mais à un moment donné, va s'arrêter forcément, parce qu'elle n'a plus l'outil générateur, le capital, qui permet à une plante de pousser de manière, disons, intrinsèque, organique. Et certains se sont aperçus politiquement, justement, de l'importance du sol. Au moment du Dust Bowl américain dans les années 30, donc le Dust Bowl américain qui est décrit dans les romans de Steinbeck, ce grand nuage de poussière qui était dû justement au labour intensif, déjà, et qui a dévasté une grande partie de l'agriculture américaine. Et Roosevelt dit à cette époque, donc il y a un siècle, une nation qui détruit ses sols se détruit elle-même. Il y a quelques années, le ministre de l'Environnement, pourtant d'un gouvernement ultra-conservateur, celui de Boris Johnson, qui s'appelait Michael Gove, explique que, en constatant la dégradation des sols britanniques, qu'un pays peut se remettre de la perte d'une guerre, peut se remettre de la faillite financière, peut se remettre d'une épidémie, mais ne peut pas se remettre de la perte du sol. Il y a vraiment quelque chose de vertigineux dans l'idée que nous sommes en train de détruire quelque chose qui met 1000 ans à se reconstruire, qui est si facile finalement à entretenir, il suffit de lui mettre un peu de matière organique et de le laisser tranquille, et sans qui, évidemment, toute vie deviendra totalement impossible. Alors, je regarde l'heure juste, mais évidemment, cette disparition, enfin cette dégradation des sols est un reflet de l'effondrement de la biodiversité, mais je pense que je n'ai pas à vous convaincre ici qu'il y a moins 75% d'espèces, de population d'espèces sauvages, c'est les derniers chiffres de WWF. Ça veut dire que l'humanité a détruit en 50 ans 3/4 de la vie sur la planète. Globalement, on peut dire ça comme ça. Moins 75% d'insectes, moins 60% d'oiseaux sur les terres cultivées en conventionnel. Et il faut bien le dire, même si ce n'est pas agréable pour eux, que c'est essentiellement dû, pas uniquement, mais essentiellement dû à notre travail de la Terre, et que ce n'est pas entièrement corrélé au changement climatique. Les deux premières causes d'effondrement de la biodiversité, selon l'IPBES, qui est un peu le GIEC de la biodiversité, c'est la destruction des habitats et la raréfaction des ressources. Et le dérèglement climatique en tant que tel, même si tout est lié, n'arrive qu'en troisième position. Ce qui veut dire, et je pense qu'il faut insister là-dessus, ne serait-ce que dans le débat public, que si on arrivait par expérience de pensée, géo-ingénierie miraculeuse, à éliminer tout le carbone excédentaire de l'humanité dans le ciel, ou dans les sols d'ailleurs, parce que vous savez que les sols stockent le carbone, et vous connaissez la règle du 4 pour 1000, que si on augmentait de 4 pour 1000 la matière organique dans les sols chaque année, c'est 0,4%, on compenserait l'ensemble des excédents carbone de l'humanité. Mais si on faisait ça, en fait, on n'aurait rien résolu. Parce que tant qu'on continue à tuer les vers de terre, on se met dans la même spirale de déclin qui fait qu'aujourd'hui, par exemple en Chine, les arboriculteurs en sont à polliniser les arbres à la main, avec des cotons-tiges. Et bien sûr, ce retour du sol, enfin cette question du sol, elle perturbe nos grandes philosophies politiques. Je vais en parler un petit peu parce que, une fois qu'on a compris cette importance-là, on comprend aussi que tous les contrats sociaux sont fondés sur des philosophies tout à fait passionnantes, mais qui en fait concernent le rapport des individus entre eux. Faut-il un peu plus de liberté, un peu plus de solidarité, un peu plus de ceci? Mais ces individus sont conçus par Rousseau, par Locke, par Hobbes, par tout le monde, comme des êtres un peu abstraits qui circulent dans l'éther, qui ne sont jamais rattachés au sol ou au milieu. Et c'est particulièrement vrai d'une notion qui est pourtant absolument fondamentale à nos sociétés, qui est celle du droit de propriété. Je vais prendre l'exemple pour rester dans la question agronomique, des pommes de John Locke. John Locke invente le droit de propriété moderne dans le second traité du gouvernement civil à la fin du XVIIe siècle, en pleine glorieuse révolution britannique. C'est quelque chose d'assez audacieux, il coupe le lien avec la théologie, il explique que l'homme s'appartient à lui-même et donc n'appartient pas à Dieu. Enfin, c'est quand même un penseur très critiqué aujourd'hui, mais qui à l'époque est très moderne et prend des risques. Et parmi ces risques, il dit, mais
il fonde le droit de propriété qui se retrouvera dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen comme quelque chose d'absolu. Et comment il le fonde? Il dit, voilà, je vois un pommier, je cueille une pomme, je la mange. À quel moment est-ce que je me la suis appropriée? Est-ce que c'est quand je l'ai vue? Est-ce que c'est quand je l'ai saisie, quand je l'ai croquée, quand je l'ai ingérée, quand je l'ai excrétée? Quelque part, en fonction de la réponse que vous donnez à cette question fort simple, eh bien, vous arrivez à des philosophies politiques très différentes. Et lui, Locke, le libéral, il dit, eh bien, c'est quand je l'ai saisi, quand je l'ai cueilli, parce que c'est à ce moment-là que j'ai fait un effort. C'est le début de la valeur travail. Comme je m'appartiens à moi-même, eh bien, en faisant un effort, j'ai mixé mon corps, il dit comme ça, j'ai mixé mon corps à mon environnement, à la nature. Donc, j'ai transféré un peu quelque part le droit de propriété que j'ai sur moi-même, et donc je me suis approprié la chose, et je peux ensuite la valoriser. Dans son texte, Locke explique qu'on peut augmenter le rendement d'un sol de 1 à 10 en le travaillant. C'est le travail qui justifie la propriété. Très bien. Maintenant, qu'est-ce qui se passe si on réintroduit les vers de terre et le sol dans cette histoire? Eh bien, on est bien obligé de dire que ce pommier n'est pas là tout seul, comme ça. Ce pommier, il est là parce qu'il y a eu des vers de terre, des bactéries et des champignons pour fertiliser le sol, parce qu'il y a eu évidemment des insectes pour polliniser les fleurs, et parce qu'il y a eu, je fais référence au dernier livre merveilleux d'ailleurs, lisez-le, de Baptiste Morisot, des castors qui ont régulé les rivières et qui ont permis à ce pommier d'avoir un aquifère à côté où il pouvait pomper un peu d'eau. Et donc en fait, c'est tout un écosystème qui a produit ce pommier. Alors, est-ce qu'il faut donner un peu de la propriété de la pomme aux insectes, aux castors, aux vers de terre? Comment on fait? En tout cas, on voit bien qu'on ne peut plus rester dans cette illusion que le droit de propriété donne l'abusus. Le droit de propriété, il est défini par l'usus, le fait de pouvoir utiliser de manière exclusive une chose, le fructus, le fait de pouvoir la vendre, ce qui n'est pas le pire à mes yeux, et surtout l'abusus, le fait d'en abuser, de pouvoir la détruire. Donc, il y a évidemment des limitations d'ordre public aujourd'hui, mais philosophiquement aujourd'hui, contractuellement, quand vous avez une terre, vous avez le droit de la détruire. Personne ne peut vous interdire d'avoir coupé un arbre ou d'avoir mis des produits pour éliminer la faune du sol. Mais il est bien évident que quand on réintroduit le vivant et qu'on raconte cette histoire de la pomme, ça ne tient pas. Alors, est-ce qu'il faut donner des droits aux vivants, comme certains l'imaginent? Je trouve ça un peu compliqué et anthropomorphique pour ma part, mais ça se discute. En tout cas, bon, c'est une piste. Est-ce qu'il faut, comme je l'imagine dans le livre, assortir les droits de propriété, de devoirs de propriété, notamment de devoirs de maintien ou de développement de la biodiversité dans un écosystème donné, puisque maintenant la biodiversité, ça se mesure, notamment grâce à des analyses génétiques qui ne vous donnent pas, disons, précisément quelles sont les espèces que vous avez autour de vous, mais qui vous donnent un peu leur quantité. On sait le nombre de traces génétiques qu'on trouve dans un sol, et ça permet de juger si l'écosystème a été au moins maintenu. Voilà, en tout cas, forcément, ça chamboule la manière dont on envisage la société. C'était ça à quoi je voulais venir. Et qu'est-ce qu'on peut dire de positif? Alors, ce serait quoi cette société qui prendrait en compte l'humus? Je finirai comme ça. Je vais terminer avec Élisée Reclus, puisqu'Élisée Reclus est le premier qui pense le sol, encore une fois, selon mes lectures, le premier qui pense le sol, dans son fameux livre d'ailleurs sur la Terre, même si c'est la Terre au sens de la planète, et il explique que c'est une membrane proligère, c'est-à-dire une membrane pleine de germes. Et il dit exactement ce que je vous ai dit sur la question du cycle, de la transformation, de la vie et de la mort. Il dit que c'est une membrane qui permet aux générations de se renouveler, parce qu'en détruisant, elle permet aux nouvelles d'arriver au-dessus du sol. Et donc, c'est aussi un élément qui permet le progrès. Ce que j'aime bien chez Élisée Reclus, vous savez, c'est ce géographe anarchiste du 19e, communard, exilé, une vie pas possible, et en même temps un homme de terrain qui se promène beaucoup sur tous les continents et qui écrit sur ses voyages, et qui écrit d'ailleurs avec une grande sensibilité, un vrai style, disons, écologique. Élisée Reclus dit, mais ça doit être ça, en fait, le principe de nos sociétés. C'est que tout doit pouvoir être réingéré, recyclé. Donc ça donne quoi? Et donc, mais que ça, c'est pas une perspective de stagnation. Au contraire, c'est une perspective de progrès. Parce que quand on détruit, on peut reconstruire. Et donc en fait, c'est la grande. Et ce que j'aime bien chez Élisée Reclus, c'est que c'est pas non plus une philosophie du réensauvagement. Il dit l'homme n'est pas en dehors des autres espèces. Il a fait beaucoup de mal, mais je cite Reclus, le mal que l'homme a fait,
il peut le défaire. Parce que l'homme est, je cite encore Reclus, la nature devenue consciente d'elle-même. J'aime beaucoup cette formule. Il ne dit pas que l'homme, agressant la nature, est un être bizarre, hors de l'évolution naturelle. Il dit non, non, en faisant ça, nous sommes dans l'évolution naturelle. C'est exactement ce que dit Solos dans son dernier livre, Nature et préjugés, quand il dit quand nous surexploitons nos ressources, nous ne sommes pas une anomalie face à une nature qui serait dans une sorte d'équilibre poétique et mystique. Pas du tout. Les autres espèces animales aussi surexploitent leurs ressources. Les animaux jouissent de la nature, les animaux n'ont pas de conscience de leur environnement. Tous les individus sont poussés par l'évolution naturelle à rechercher leur intérêt de court terme. En fait, quand nous surexploitons nos ressources, nous faisons exactement ce que l'évolution naturelle attend de nous. Cela cite l'exemple des singes, des macaques à longue queue de l'île de Koram, près de la Thaïlande, qui mangent des huîtres et des coquillages, et qui, après avoir mangé tous les gros coquillages, se retrouvent sans nourriture et donc s'attaquent aux petits coquillages. Et pour ouvrir les petits coquillages, ils inventent des nouveaux outils. Donc, tu vois, c'est les technosolutionnistes, en fait. C'est les macaques à longue queue. Et puis, une fois qu'ils ont épuisé les petits coquillages, eh ben, il n'y aura plus rien, ils vont mourir. Et donc, en revanche, ce qui ferait de nous des êtres tout à fait sensationnels, c'est d'avoir cette conscience de la nature qui nous permet scientifiquement aujourd'hui de comprendre comment marchent ces écosystèmes et qui politiquement nous permettrait collectivement de tenter de rétablir une forme d'équilibre. Et dans ce principe du cycle, donc, on peut tirer, et là je déborde un peu Élisée Reclus, on peut tirer différentes pistes de politique publique. Je ne dis pas que c'est exactement ce qu'il faut faire, mais enfin ça donne un peu l'horizon. C'est de ne jamais rien créer qu'on ne puisse détruire. C'est ça la grande règle, en fait. Ça vaut pour les molécules de synthèse et les pesticides. Quel est le problème des pesticides? C'est ce que dit Solos. Le problème, ce n'est pas qu'on ait créé des nouvelles molécules, l'évolution naturelle le fait en permanence. Le problème, c'est qu'on ait créé des xénobiotiques qu'on ne sait pas détruire et que la nature va mettre des millions d'années à trouver le contrepoison. C'est le problème des polluants éternels, par exemple, des PFAS. Mais ça vaut aussi, ça vaut pour le plastique, par exemple. Pourquoi le plastique, c'est mauvais? C'est juste ça, parce qu'on ne sait pas le détruire. En revanche, quand vous savez détruire quelque chose, mais allez-y, il n'y a pas de limite. Et en termes de croissance, eh ben, ça nous amène à une solution assez élégante, qui est la solution de John Stuart Mill, contemporain de Darwin d'ailleurs, à peu près, qui, dès le milieu du 19e siècle, estime qu'il ne peut pas y avoir de croissance infinie sur des ressources finies. Vous vous rendez compte, on est en 1850, hein, donc 120 ans avant le rapport Meadows, ça fait quand même très longtemps qu'on le dit, c'est-à-dire une évidence. Et quand John Stuart Mill dit ça, il débat avec Jean-Baptiste Say, qui dit mais non, les ressources naturelles sont infinies, donc elles n'ont pas de prix en économie. Donc on voit vraiment d'où vient tout le problème. Et John Stuart Mill dit, bon, le but, c'est pas de décroître, le but, c'est d'arriver à une sorte d'état stationnaire, stationary state, qui est assez à la mode aujourd'hui, qui revient à la mode chez les économistes américains. Parce que des choses, on va pas, ça serait aussi bête de décroître que de croître. Certaines choses croissent, d'autres décroissent. Le but, c'est que tout ce qui croît puisse décroître un jour. Voilà, c'est ça le but. Et évidemment, ça nous conduit à éliminer, à abolir les pesticides, ça nous conduit à ne plus faire de la croissance un objectif de politique publique. Donc, ça nous conduit en fait à pas mal de mesures assez radicales, avec tout de même cette idée aussi chez Reclus, et je finirai par là, voilà, qu'une politique écologique ne peut être qu'une politique très décentralisée. Parce que elle reconnecte l'homme à son milieu, et que son milieu, bah, c'est avant tout quelque chose de très local. C'est toute la philosophie des biorégions aujourd'hui, quand on dit, c'est pas les gens vont pas, n'attendez pas que les gens deviennent écolos pour prendre soin de leur environnement, c'est l'inverse. Donnez-leur un pouvoir démocratique, un pouvoir politique sur leur environnement immédiat, et ils deviendront écolos par nécessité, parce qu'ils devront en prendre soin, et qu'ils seront incités à en prendre soin, parce qu'ils en auront la maîtrise politique. Et pour ça, il faut reconnecter l'homme à son milieu. C'est d'ailleurs toute la philosophie de Reclus qui dit, mais jetez les enfants dans la nature. Et qui dit, mais heureusement qu'après ces 10 mois d'éducation nationale que lui considère complètement disciplinaire, ils ont 2 mois de grandes vacances où à l'époque, ils vont encore chez les parents ou les grands-parents à la campagne et ils sont dans les ruisseaux, dans les forêts où, dit Reclus, ils réapprennent le goût de la liberté. Et je pense qu'il y a quand même un lien très très fort à faire entre ces deux concepts, entre nature et liberté, c'est-à-dire le sous-titre de mon livre, Réconcilier nature et liberté, mais que ce lien ne peut vraiment exister, ne peut vraiment être senti
que si les citoyens sont responsables politiquement de leur environnement immédiat. Et ça ne vaut pas que pour les campagnes, ça vaut pour les villes. Vous savez qu'il y a plein de projets pour recycler l'urine, pour créer des formes d'autonomie, y compris alimentaire, en ville ou avec la ville et sa périphérie immédiate. Ce pas des choses, Paris fonctionnait comme ça jusqu'au milieu du 19e siècle, avant l'invention des égouts, mais ça nous mènerait trop loin. Voilà, donc en tout cas, je pense que les sols nous permettent non seulement de rêver au ver de terre, mais de créer, de construire une véritable politique globale autour de la question de l'humus. Et donc, autant les vers de terre ont était le sujet de ce roman Humus, autant la pensée qui en émerge ou qui pourrait en émerger fait l'objet d'un essai que je viens de publier qui s'appelle Agrophilosophie. Et maintenant, le titre, évidemment, ne vous surprendra pas, et qui essaye de comprendre comment la pensée vient du sol chez les grands philosophes et comment, à partir d'une pensée de l'humus, on peut essayer de tirer des réflexions politiques, économiques, sociales. Et maintenant, je suis ouvert à vos questions. Et hélas, à 19h, je devrais vous quitter pour commencer à signer derrière la porte. Merci. On essaiera d'en donner un petit peu la prise de parole. En appuyant sur le bouton, ça permettra de bien vous entendre et de partager tout ça. Merci. On m'entend? Oui. Vous parliez au début de la conférence sur le fait que nos civilisations sont des tentatives de cacher le sol. Ça m'intéresse beaucoup, cette image justement d'un humus qui, d'une certaine manière, nous englobe et d'un sol qui nous dévore. Est-ce que justement vous auriez des recommandations à ce sujet-là? Parce que ça m'intéresse beaucoup et j'aimerais en savoir plus. Recommandations de lecture? Oui, par exemple. Non, mais je suis premier à le dire. Mais en fait, je me demandais justement où est-ce que vous aviez trouvé cette idée-là. Qu'est-ce qui vous a amené en tout cas à voir les choses de cette manière? Non, mais je vous ai dit, d'abord la référence à Darwin, quand même, donc le livre sur les vers de terre de Darwin, où il y a tout un chapitre qui est consacré aux ruines et pourquoi les ruines sont sous le sol. Bon, le livre de Selosse qui s'appelle, donc c'est pas le dernier, mais celui d'avant, qui s'appelle L'origine du monde, je crois, est vraiment un livre très complet sur les sols, et donc qui vous explique tout ça, comment le sol dégrade les grosses molécules, etc. Et puis, bon, c'est tout ce qui me vient à l'esprit là, mais je réfléchirai d'ici à la fin de la conférence. Encore une fois, j'ai été surpris en faisant toutes ces recherches du peu de littérature, notamment philosophique. Alors évidemment, il y a beaucoup de travaux d'agronomes, ça c'est sûr, il y a beaucoup d'études de l'INRAE. D'ailleurs, aujourd'hui, vous allez sur le site de l'INRAE, c'est de l'agroécologie à tout crin. J'ai écrit un article mercredi là, dans ma chronique des Échos pour dénoncer justement vous avez vu ce qu'a fait la FNSEA. C'est incroyable, c'est une première. La FNSEA a construit un mur de parpaing devant l'INRAE, qui est l'Institut de recherche agronomique et environnementale. Et c'est incroyablement symptomatique, puisque l'INRA, avant d'être INRAE, c'est-à-dire avant d'avoir le E de l'environnement, l'INRA était le premier soutien à l'agriculture chimique dans les années 70-80, en pleine révolution verte. Et bon, et on ne va pas le leur reprocher, tout le monde pensait comme ça à l'époque. Aujourd'hui, l'INRA, qu'est-ce qu'elle fait? Pas tout le monde, non, vous avez raison, les Bourguignons ne pensaient pas comme ça, ils ont démissionné de l'INRA. Mais je veux dire, bon, il y avait, c'était dans le... c'était assez consensuel, disons. Mais simplement, maintenant, le consensus scientifique a changé. L'INRAE, c'est quand même des chercheurs, donc ils sont maintenant dans le nouveau consensus, donc ils s'occupent de la dernière étude qui vient d'être postée justement sur les sols et sur la manière d'analyser la vitalité des sols. Mais les agriculteurs refusent complètement, enfin certains agriculteurs de la FNSEA refusent complètement d'entendre ce discours scientifique
Et il y a une rupture aujourd'hui entre l'agriculture et la science qui est récente, parce que l'agriculture a toujours suivi la science, le 18e avec les physiocrates, et donc qui est quand même assez préoccupante. Et ce que j'essaye vraiment de leur dire, c'est pas une lubie poétique aujourd'hui de s'occuper des questions écologiques et agroécologiques, c'est vraiment une nécessité scientifique. Ah bah, vous avez aussi, par exemple, le dernier livre de Christian Bréchot, qui est un médecin, ancien directeur de l'Institut Pasteur et de l'INSERM, maintenant prof aux États-Unis, qui n'a rien à voir dans une grande partie de sa carrière avec toutes ces questions-là, mais qui travaille sur les microbiomes. Et donc, les microbiomes, c'est l'équilibre, disons, des bactéries intestinales, s'agissant de l'être humain, qui voilà, explique qu'en fait, nos bactéries, les bactéries de nos intestins sont liées aux bactéries des sols, et tout ça forme un grand microbiome, et que donc, si on veut guérir les humains, il faut commencer par guérir les sols. Et Christian Bréchot, qui est un pur médecin, conclut son livre par 50 pages sur la transition agroécologique. C'est quand même assez remarquable. Et enfin, je vous donne aussi un livre, mais qui n'est pas encore écrit, que j'aimerais bien écrire, parce que j'aimerais bien continuer à explorer cette notion de ruine moderne. J'aime beaucoup cette idée, parce qu'en fait, les ruines naissent avec les romantiques, mais comme quelque chose de très mélancolique. Ah, c'est terrible, c'est une civilisation qui disparaît. Alors qu'en fait, moi, j'aimerais bien trouver ce qu'il y a de formidablement positif dans la ruine, c'est qu'enfin, tout ce qu'on a construit de nul va pouvoir disparaître. C'est pour ça que je trouve ça très réjouissant de voir Tchernobyl. Je me dis, mais finalement, toutes ces horreurs qu'on voit, bon, en un siècle, c'est fini. Et donc, j'aimerais bien visiter Tchernobyl, et puis j'aimerais bien visiter dans la forêt amérindienne les ruines Incas qu'on n'arrête pas de redécouvrir, puisqu'apparemment, c'était des images satellites montrent que c'était beaucoup plus étendu que ce qu'on imaginait, que c'était des grandes civilisations urbaines, qui ont d'ailleurs surexploité leurs ressources en eau, ce qui explique en grande partie leur disparition, et qui explique aussi que la forêt vierge n'était pas si vierge que ça, et que donc, pareil, il n'y a pas tellement de... Voilà, l'homme fait complètement partie de la nature, et que toutes ces idées qu'il y a du sauvage et du non-sauvage sont vraiment un peu simplistes. Voilà. Mais voilà, quelques pistes. Merci beaucoup. Allô, allô. Oui, bonjour. Moi, je reviendrai sur votre premier livre, Humus, et sur une solution que vous abordez dans ce livre, mais qui vous est à l'échec, selon la fin du livre. Donc, l'action d'une légitime violence pour essayer de sauver ce qui reste à sauver. Et c'est pour savoir si c'est toujours voué à l'échec, selon vous, ou si c'est un levier. Alors, d'abord, dans Humus, il faut... alors, la fin m'est reprochée par la moitié des lecteurs, mais il faut lire le tout dernier chapitre. Alors, je ne peux pas trop le révéler ici, mais le tout dernier chapitre, pour moi, est positif, en fait. Il donne une morale positive au livre, parce qu'en fait, pour le dire en termes très abstraits, pour ne pas dévoiler l'intrigue, chacun des héros, finalement, parvient à ses objectifs, mais en petit. Et c'est là qu'Humus rejoint Humilité. C'est que finalement, l'un arrive à régénérer sa terre, l'autre arrive à vendre ses vermicomposteurs, mais en petit. Parce qu'en fait, ils avaient trop d'hubris. Et une fois qu'on a enlevé l'hubris, ils y arrivent. Ils y arrivent un peu tragiquement, mais ils y arrivent quand même. Maintenant, sur l'autre partie de la question, qui est sur la question de la violence dans le mouvement du militantisme écologique. Pour préparer ce livre, j'avais été un peu en sous-marin à quelques réunions des soulèvements de la Terre et autres. Et la question de la légitimité de la violence est au cœur de leur discussion aujourd'hui, surtout depuis l'apparition du livre de Mulm, Comment saboter un pipeline. Pendant 20 ans, le mouvement écolo était alimenté par les théories de... Alors bon, vous me direz, il y avait déjà eu une bomber, mais globalement, pendant 20 ans, il était alimenté par les théories de la désobéissance civile, qui sont non violentes, qui viennent d'Henri David Thoreau. Et bon, je développe dans le livre pourquoi justement cette notion de désobéissance civile est très écologique vraiment dans son essence, puisque Thoreau, quand il est en prison, quand il se fait emprisonner parce qu'il refuse de payer son impôt à l'État américain esclavagiste, et ben quand il sort de prison, il va cueillir des murs sauvages, donc il y a une espèce d'aller-retour permanent entre la société et la nature sauvage au sens des romantiques américains du 19e. Mais enfin bon, en tout cas, le mouvement écolo s'inscrivait dans cette tradition non violente. On ne veut pas participer à quelque chose de mal, mais on ne veut pas non plus détruire ce qui est mal. Voilà. Dans les réunions où j'ai été, on en était à se dire on légitime la violence contre les biens, mais pas contre les personnes. Ce que j'imagine dans le roman, je ne l'appelle pas forcément de mes voeux, mais disons, je constate un peu cliniquement un mouvement politique qui se sent légitime, qui l'est en plus à mon sens,
et qui a aussi le sentiment qu'il n'est absolument pas entendu, va passer forcément de la phase de la conscientisation, qui est la phase actuelle, en disant il faut réveiller les gens, à quand ils vont se dire qu'il n'y a plus le temps de réveiller les gens, à la phase de l'action directe. Il y avait des photos de militants contre la 69 qui avaient des t-shirts action directe. Action directe, ça veut quand même dire quelque chose. C'est les trotskistes des années 70 qui, eux, étaient des vrais terroristes pour le coup. Donc je pense que l'éco-terrorisme est une blague, évidemment, puisque aujourd'hui, les militants, enfin les mouvements écologistes sont quand même, quelques dérives ou exceptions près, extrêmement justement organisés, raisonnables, s'appuient sur la science, conçoivent leurs actions de manière très responsable. Mais on ne peut pas exclure qu'un mouvement, et en plus un mouvement de jeunesse, qui a le sentiment de se heurter à un mur, va passer à la phase d'après, ce que j'imagine dans le livre, qui est une phase de destruction, en disant, bon, maintenant, on va détruire, en fait, on va, comme ils disent d'ailleurs, c'est intelligent ce terme, ils disent, comment ils disent quand on les accuse, ils disent, on désarme, hein, ça c'est le désarmement, c'est-à-dire que maintenant, ils font une action, où ils vont couper, par exemple, je ne sais pas moi, sources d'énergie répréhensibles, ils disent on va les désarmer. Voilà, encore une fois, moi je pense qu'il y a dans le cadre de nos sociétés classiques de quoi penser des choses très concrètes, l'interdiction des intrants, la fiscalité carbone, etc., qui quand même peuvent largement accélérer, passer à l'échelle une transition agroécologique avant tout. Je pense que c'est vraiment la clé des choses. Avant l'effondrement total. Eux, ils sont quand même plutôt dans la perspective de l'effondrement en premier et puis la reconstruction après. Bon, mais ça, après, c'est à chacun de se faire une opinion. Et la mienne n'est pas complètement claire non plus là-dessus. C'est pour ça que c'est un roman, d'ailleurs, et que donc c'est des héros qui vont jusqu'au bout de leurs idées, et l'auteur, lui, il les observe. Rapidement, pour juste rebondir, quand vous voyez ce qui est fait à Paul Watson, vous dites quand même qu'il y a un moment, il va falloir claquer, quoi. Après, évidemment, tous les gens qui sont en prison aujourd'hui, c'est les Mandela de demain. Donc, quelque part, le problème, c'est le manque de temps, mais quelque part, le mouvement de l'histoire me paraît assez clair. Il y a des avant-gardistes, ces avant-gardistes sont emprisonnés, et un jour ou l'autre, les avant-gardistes seront en fait honorés, il y aura une statue de ceux qui sont en prison aujourd'hui. J'aimerais juste intervenir sur la question de la décroissance. Est-ce que vous considérez que la décroissance est un progrès? Et si oui, puisque je vous ai entendu sur les antennes de Radio France plusieurs fois, et vous êtes pour la société marchande et libérale, vous ne vous en cachez pas, est-ce qu'il est possible de concilier décroissance et économie libérale? Oui, alors ces termes libéral, pas libéral et tout ça, j'arrête d'en les prononcer normalement parce que ça demanderait, ils sont tellement pollués dans le débat public que le libéralisme, pour moi, c'est à 8, John Stuart Mill, c'est pas évidemment le capitalisme contemporain. Bon, mais ça demanderait vraiment de trop longues explications. Mais ce que je veux dire, c'est que d'abord, pour moi, la décroissance ne peut pas être un but comme la croissance. D'ailleurs, je trouve ces deux notions débiles. Je trouve que c'est beaucoup plus intelligent de penser l'état stationnaire, comme le dit John Stuart Mill. Il ne faut pas forcément décroître. Vous n'avez pas. D'ailleurs, je veux dire, il y a quelque chose dans toute cette idée de sobriété, quelque chose de très culpabilisant, qui est justement pour moi pas du tout conforme au contact avec la nature. Dans mon livre, je commence par les poiriers de Saint-Augustin, en expliquant que Saint-Augustin fait naître la notion de culpabilité chrétienne, parce que c'est lui qui invente quand même le péché originel dans la théologie chrétienne, du vol des poires. Il se repent dans les confessions, il dit « Mon Dieu, j'ai volé des poires, j'ai mangé des poires, j'ai gâché des poires, c'est pas bien, c'est pas bien, c'est pas bien. » Il ne fallait pas en jouir. C'était pas ça ma question. Est-ce que vous considérez la décroissance économique comme un progrès? Mais non, mais j'y arrive, puisque ce que je vous dis, c'est que la sobriété, toute cette histoire de décroissance et de sobriété, c'est ça dont je vais vous parler. Donc j'y arrive. Et donc, ce que je veux dire avec Saint-Augustin, c'est que, en fait, oui, il faut bouffer les poires, il faut les baffrer, il faut les gâcher, parce que c'est ce que nous demande la nature. Si elle a fait des poires juteuses, c'est une stratégie de l'évolution naturelle pour qu'on dissémine les pépins partout. Donc oui, il faut jouir. Non, mais j'y arrive. On peut les transformer. Hein? On peut les transformer. Et on les transforme par nos excréments, on les transforme par plein de choses. Mais aussi par la composition de compotes, de confitures. Oui, oui, bien sûr. On peut les transformer. Oui, mais tout marche en fait. De conserve. Mais tout marche.
juste les manger ou même les jeter par terre, ça marche On aussi. peut les vendre. Alors oui, j'arrive. Donc ce que je veux dire, c'est que pour moi, la culpabilité est une notion anti-écologique. Et que donc tout le discours qui consiste à dire il faut vivre sobrement, il faut vivre doucement, il faut vivre selon nos moyens, il faut vivre moins, il faut décroître, est un discours que je trouve en fait, d'abord qui s'adressera toujours à une petite minorité conscientisée qui n'est absolument pas universalisable, et puis deuxièmement, je trouve erroné. Maintenant, s'agissant des moyens justement du marché par exemple, qu'on peut mettre en place, il faut absolument distinguer, me semble-t-il, la croissance et l'économie de marché. Vous avez d'abord des États, des pays qui étaient des pays sans économie de marché, qui étaient des pays en pleine croissance. Les États, l'URSS, c'est un pays écocidaire, industrialiste, qui poussait à la croissance, à la consommation, qui ne fonctionnait absolument pas en économie de marché. Je pense qu'il faut scinder ce terme. Évidemment, aujourd'hui, quand on voit la surconsommation, les pubs, etc., on a envie de dire « Ah, c'est de la merde, c'est le capitalisme, il faut tout jeter ». Je comprends, et j'ai ce même sentiment, et je pense qu'il faut lutter contre ce sentiment un peu facile. Et se dire, si par exemple, et se dire que ça va être quoi les moyens de politique publique? Il n'y en a pas 36. Il y a le dirigisme, l'État, la planification, le marché ou les communs. Bon, les communs, c'est l'idéal dans un siècle. C'est Élisée Reclus, c'est le thème de mon prochain roman, c'est comment on gère la ressource en commun, c'est Elinor Ostrom et tout ça. D'accord, mais disons que c'est quand même assez loin, assez utopique. Maintenant, si on a le choix entre le dirigisme et l'économie de marché, ce que je veux dire, c'est que je trouve beaucoup plus efficace de dire en 2035, là je vais parler plus concrètement, en 2035, on interdit les intrants chimiques et le labour profond, par exemple, loi européenne, comme pour les véhicules thermiques. C'est une loi simple, c'est pas compliqué, c'est pas un foisonnement réglementaire, ça permet au contraire d'ôter énormément de réglementations inutiles, parce que là, vous n'avez plus besoin de réglementation sur le haies, les zones humides, etc., parce que pour arriver à cet objectif simple et contraignant, plutôt que de réorganiser de manière dirigiste tous les pans de l'agriculture, et on ne s'en sortira jamais, ça va énerver tout le monde, on dit, bon, ben voilà, vous avez votre objectif ultra simple, politiquement légitime, puisque la terre appartient à tous. Maintenant, on laisse les expérimentations individuelles et les échanges gérer la situation. Il va y avoir plein de modèles différents qui vont émerger. Il va y avoir des entreprises qui vont se fonder pour essayer de créer des instituts de formation, de financer la transition, d'assurer contre la perte de revenus, de tout ça. Ce sont des outils d'économie de marché qui sont très puissants. Parce que l'économie de marché, c'est comme dans la fable des abeilles de Mandeville. C'est comment... Première option, c'est de rendre les gens vertueux. Ça, on peut y penser, mais enfin, c'est dans très longtemps. La deuxième option, c'est de parier sur les vices humains pour en se faire sortir le meilleur pour tous. C'est ça. Et quand vous donnez une règle simple et stable, les gens se réorganisent autour de cette règle, si vous avez moyen de la faire respecter. Vous savez, quand on a aboli l'esclavage, au milieu du 19e siècle, il y avait des grands débats aux États-Unis. Il y avait un économiste, Thomas Carlyle, qui, au nom justement de l'économie, de l'efficacité, a dit « Ah non, on ne peut pas. C'est trop important pour le commerce, pour le trade, pour tout ça. » Bon, la société a dit si, on peut, on l'abolit, et puis les choses se sont réorganisées, les plantations se sont réorganisées. Donc, je pense qu'on peut utiliser ces outils très puissants en leur mettant des normes simples et très, très, très contraignantes. Fiscalité carbone peut en être une autre, par exemple. Que le marché n'a jamais fonctionné sans règles. Laurence Fontaine, qui est une historienne, a montré que dans les foires du Moyen-Âge, le marché a créé les règles. Quand on a commencé à échanger les marchés, les premiers marchés, c'est les marchés paysans, c'est quand on échange les marchandises dans les foires. Et là, il a fallu harmoniser les poids et mesures. Et donc ça, c'est les premières règles. Le marché va avec la règle, en fait. L'idée de la loi de la jungle est une idée absurde. On est dans la loi de la jungle. En ce moment, on est dans la l'absurdité totale. Quand on voit le G20, quand on voit Bakou, le dernier... Non mais attendez, qu'on soit dans un... dernière COP sur le climat, enfin, c'est une plaisanterie... mais qu'on soit... Mais qu'on rejette ce qui se passe aujourd'hui. C'est la jungle. Je suis le premier à le faire. C'est trop tard. Oui, mais ce que je veux dire, c'est que pour organiser un marché qui permette de passer à l'échelle sans se dire on va créer 1 million de micro-fermes sur le territoire français, parce que c'est quoi l'alternative? On va créer des micro-fermes? Non mais c'est ça. Ben oui, mais je veux dire, les Hervé Guyère, c'est ce qu'ils disent à la fin de leur livre sur la permaculture. J'adore cette image d'Hervé Guyère qui dit on va créer 1 million de micro-fermes en France, tout le monde va vivre dans une espèce d'autarcie locale, avec plein de petits producteurs qui vont s'échanger des trucs. J'adore cette utopie. Mais devant l'urgence, je pense qu'on peut utiliser les outils qui sont à notre disposition. Mais encore faut-il, je veux dire, pour faire passer la loi, si on interdit les pesticides en 2035, ça va demander du boulot. Hein.
Mais au moins, je veux dire, ça donne un horizon clair pour des gens qui, comme moi, militent dans la politique publique. Dire ça, militer pour ça, c'est se donner, enfin, on a peu de chance d'y arriver, mais c'est se donner quand même un espèce d'horizon réaliste pour effectuer une transition aussi rapide que possible. C'est évidemment très improbable qu'on y arrive, et probablement que l'effondrement général fait qu'on va devoir créer des micro-fermes pour survivre. Et là, vous aurez raison. Et moi, je me donne l'espoir et la chance, au sein de ce système, de créer des instruments. Enfin, je pense en tout cas, ça mérite la réflexion. C'est un peu facile de dire, moi je vois très bien tous les livres écolos que je lis, je suis d'accord sur tout, puis à la fin il y a 5 pages qui disent oui, puis d'ailleurs c'est la faute du capitalisme, et oui, et quoi, vous faites quoi, vous militez pour quoi, vous proposez quoi au Parlement européen? L'économie de marché, c'est une chose. Le capitalisme, voilà. C'est proche de l'économie de marché, mais le libéralisme ultra-droite, comme on le dit maintenant, avec une politique d'extrémisme. Oui, on est d'accord là-dessus, oui, d'accord, oui. Non, mais on est d'accord là-dessus. Mais on est d'accord là-dessus. Mais ce que je veux dire, c'est que j'essaye, moi, froidement de décorréler les termes et de préciser ce qu'on jette, ce qu'on garde. Bon, voilà. Oui. Alors, en 2022, vous avez cherché à vous présenter à l'élection présidentielle. Quel était le but de votre démarche? Oui, c'était... Donc, moi, j'ai dirigé pendant 10 ans, il va falloir après qu'on s'arrête, j'ai dirigé pendant 10 ans un think tank. On a fait des propositions de politique publique, justement. Alors, j'avoue qu'à l'époque, j'avais pas encore fait ma propre transition écologique, mais enfin, bon, mais on a fait des choses que j'assume complètement aujourd'hui et qui, je pense, sont cohérentes avec ce que je défends aujourd'hui. On défendait le revenu universel, on défendait l'autonomie locale, notamment pour les collectivités, etc. Et à force de pas être, quand vous faites un think tank, vous essayez de vendre vos politiques, enfin, vos rapports, vos notes, etc., aux responsables politiques. Donc, on les a tous vus, Boubi et Torbi, et résultat, ça donne rien du tout. Donc, à un moment donné, on s'est dit, bon, alors il faut le faire nous-mêmes. Faut mettre à bout. Ça fait 10 ans qu'on travaille. On finit par faire des espèces de projections en disant, ah oui, mais qu'est-ce qu'on fait pour la politique du logement? Et en disant, ah oui, mais tu ne dis pas qu'on a mis en place le revenu universel, et donc ça devenait une bulle, quoi. Donc, on s'est dit, il faut mettre ça sur la place publique. Et donc, et le problème, c'est qu'en France, la présidentielle est le seul moment où on peut créer une offre politique. Et je le déplore, j'ai écrit un livre qui s'appelle Contraint, qui dénonce l'élection du président de la République au suffrage universel, qui dit au moins revenons à la 5e de 58, où le président est élu au suffrage indirect, et donc le parlementarisme peut fonctionner. Mais bon, concrètement, pratiquement, c'est comme ça aujourd'hui. Si vous voulez faire émerger un mouvement, c'est le moment où vous avez de l'attention médiatique, des financements possibles, des militants, ce qui a d'ailleurs été le cas. On a fait une assez belle campagne. Enfin, en tout cas, une campagne propre. Voilà. Et comment? Qui n'est pas corrompu. Ah bah ça, oui, ça, on n'avait pas de quoi être corrompu, donc il n'y avait pas de risque. Bon, et donc, et la campagne était vraiment axée sur la simplicité, ce qui est un terme, je trouve. Donc, c'était une campagne autour de la débureaucratisation, parce que c'est un autre, il ne faut pas rentrer là-dedans, c'est un autre thème, mais pour moi, la bureaucratisation de nos sociétés, au sens large, pas seulement l'administratif, mais le secteur privé, enfin, vous passez votre temps, c'est pour ça qu'on dit c'est la loi de la jungle, en fait, on passe notre temps à remplir des formulaires, à justifier de nos propres actions, à mettre des mots de passe dans tous les sphères. On est sursurveillé, suradministré, surcontraint. Moi, j'ai un sentiment de claustrophobie quand je dois rentrer mon nom pour acheter un billet SNCF, qui est vraiment fort, quoi. Je ne supporte pas ça. On a perdu une espèce de liberté quotidienne, d'anonymat. Et donc, David Graeber, que j'estime beaucoup, a écrit tout un livre sur l'empire des règles, The Rule of, je ne sais plus exactement le titre, enfin, sur l'empire des règles, où il explique que ça fait partie effectivement d'une mise en coupe réglée, quoi, de la société. Et je pense que c'est très lié à la manière dont on se comporte vis-à-vis de la nature. C'est-à-dire que quand on bureaucratise les hommes, en fait, on fait la même chose sur les champs. C'est-à-dire qu'on crée de la monoculture humaine. On ne supporte pas le divers, le singulier. Et, disons, l'hostilité à la bureaucratie, c'est aussi un amour de la vie, de l'unicité de chaque être vivant, qu'il soit humain ou non humain. Donc, c'était une campagne autour de ça. Bon, qui évidemment, vous l'avez vu, n'a pas été entièrement couronnée de succès. Mais
mais qui m'a permis de tirer un certain nombre de conclusions, notamment personnelles, qui est que l'activité vraiment politique est complètement incompatible avec la créativité intellectuelle, artistique ou romanesque, parce que ça vous met dans, mais je veux dire structurellement, parce que ça vous met dans un sillon, vous représentez des gens et vous répétez constamment la même chose. Vous n'avez pas le droit de parler du ver de terre tout d'un coup au milieu d'un développement sur le revenu universel. Donc ça vous empêche d'errer, quoi. Donc c'est extrêmement contraignant intellectuellement. Et bon, et par ailleurs, c'est quand même tellement voué. Enfin, on est dans un système où les voix minoritaires sont très très difficiles à représenter, parce que c'est un scrutin uninominal à 2 tours, parce que c'est une présidentielle qui se joue au qui tout double. C'est très compliqué de former un petit parti minoritaire mais actif, et comme il peut y avoir dans des démocraties plus représentatives. Donc c'est un peu de toute façon un peu décourageant stratégiquement, si je puis dire. Voilà. Donc de toute façon, ça c'est clair que c'est plus dans mes projets du tout. Non, mais alors déjà, ce truc de 2027, on est déjà dans la présidentielle. Enfin, j'ai eu tellement raison d'écrire ce livre contre la présidentielle. Enfin, ça les rend tous fous. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, personne n'assume le fait de gouverner, parce que leur seule stratégie, c'est par rapport à 2027 à présider. Mais on s'en fout de qui préside. On veut être gouverné avec des programmes, des politiques publiques. Et c'est ce truc-là de personnalisation du pouvoir flingue complètement le débat public, fait qu'on n'arrête pas de parler politique, mais qu'on n'en parle jamais, en fait. On parle juste des êtres humains, quoi. Enfin, Merci. Merci pour vos développements sur le ver de terre. J'ai été très surprise et j'ai appris beaucoup de choses, déjà en guise de préambule. Et navré, je vais revenir un peu sur cette question capitaliste. On est d'accord que maintenant la propriété, ça repose plus vraiment sur l'effort, mais justement sur la détention du capital. Et ça m'a interpellée que vous parliez des instruments de marché. Car c'est vrai qu'aujourd'hui, la logique économique, elle est omniprésente quand on doit évaluer les écosystèmes, donc l'évaluation monétaire très connue, débattue, oui. Et aussi quant aux solutions proposées, c'est là que vous avez parlé des instruments de marché en guise de solution. Oui. Et ça m'a évoqué ce que vous aviez, enfin, tout au long de votre discours, vous avez parlé de la temporalité du sol et de l'humus qui est très longue, mais aussi des changements que ça implique avec toutes ces complexités d'écosystèmes. Et ces instruments de marché qui sont censés faire transition et donc arriver à leur terme. Est-ce que vous pensez que c'est une vision qu'on a véritablement quand on les met en place, sachant que ce qui finance ces instruments de marché, c'est les pollutions, et que si c'est rentable, ça risque de se pérenniser. Donc est-ce que c'est vraiment adapté pour la transition? Mais non, mais effectivement, vous mettez le doigt sur le problème. Est-ce que, par exemple, on va évaluer économiquement les terres en tant que capital pour justement encourager les gens à investir dans la régénération des terres? Est-ce qu'on va, comme on le propose, c'était d'ailleurs le sujet de la COP biodiversité qui vient de se finir, un des sujets, c'était est-ce qu'on crée des crédits biodiversité, qui étaient quand même très d'ailleurs cadrés, puisque c'était des crédits de biodiversité, mais qui ne pouvaient que compenser des dommages créés localement. C'est-à-dire qu'on ne pouvait pas acheter des crédits de biodiversité à l'autre bout de la planète pour compenser un dommage fait ici. Ça devait rester dans un périmètre très circonscrit. Désolé. Après 1h15. Donc, moi, ce que je veux vous dire, c'est que ça serait tellement plus sympathique pour moi de faire un grand discours sur l'humus et de conclure en disant, bon, maintenant, capitalisme, c'est de la merde et il faut faire des biorégions et vivre en commune anarchiste. Et ça plairait à tout le monde. Et ça n'avancerait pas d'un poil, en fait, le débat. Et ça plairait aux convaincus. Et donc, dans la société dans laquelle on est pour faire avancer ces choses-là, je pense qu'il n'est pas anormal d'essayer de réfléchir à la manière dont on utilise des instruments très puissants, dont la puissance n'est plus à démontrer, régulés par des lois à la fois très simples, très strictes, et qui justement permettent ensuite de mettre en place. Moi, je vois, il y a des boîtes qui font des choses formidables, il y a qui pour des startups green, je ne sais pas quoi. Je la mets en scène dans mon roman en me moquant un peu, mais en même temps, si on a des vermicomposteurs géants sur toute la planète, c'est bien aussi. Donc, il y a une ambiguïté. On ne peut pas juste rejeter ça. Et
Si on dit par exemple que le droit de propriété comporte des obligations, y compris l'obligation de développer la biodiversité sur un terrain donné, si on dit que il y a ensuite des mécanismes d'échange qui vont se mettre en place et qui permettent justement une multiplicité d'expérimentations. C'est ça le but, en fait. C'est ce que dit Hayek sur l'économie de marché. Le but, c'est pas de produire de l'efficience. Le but, c'est de multiplier les canaux de circulation de l'information au niveau très organique. Parce qu'on sait que le planificateur, lui, il manque toujours plein de trucs. Donc, est-ce qu'on préfère, la vraie question, c'est est-ce qu'on préfère des experts au ministère du Plan qui nous expliquent à tous ce qu'on doit faire pour faire une transition, disons, écologique. Et je pense que c'est voué à l'échec, parce que d'abord, ils ne sauront pas, parce qu'on ne peut pas savoir, parce qu'un esprit humain ne peut pas savoir tout ça. Et que deuxièmement, forcément, ça se traduira par des millions de micro-contraintes qui vont rendre tout le monde fou et qui ne vont pas être acceptables démocratiquement. Ou est-ce qu'on se contente de règles beaucoup plus strictes et beaucoup plus simples et qu'on laisse ensuite les acteurs s'organiser? C'est ça la vraie question aujourd'hui, avant d'aller dans le stade d'après qui est la super décentralisation éco-anarchiste. Qui est séduisante, mais qui ne satisfait pas mon besoin d'être dans le débat public concret d'aujourd'hui pour faire avancer la machine. Je voulais revenir à des choses peut-être plus poétiques. Vous avez cité tout à l'heure la question de la décentralisation et des biorégions, et ça m'a fait penser à ce que dit Francis Allais, qui prend la plante comme un peu une source d'inspiration, de modèle pour aussi nos sociétés. Et donc, ce que je constate, c'est que de plus en plus de biologistes ou de personnes qui s'intéressent au vivant inspirent des philosophes, des penseurs, et essaient d'en trouver de l'inspiration et des modèles pour sortir des débats qu'on vient d'évoquer d'ailleurs, qui sont un peu stériles au bout d'un moment, pour trouver des nouvelles idées et vraiment s'inspirer du vivant. Et est-ce que c'est quelque chose qui est général, je le constate en France, mais est-ce que vous constatez ça aussi de manière beaucoup plus large en Europe, dans le monde? Et est-ce que vous voyez là un espoir de pouvoir vraiment régénérer notre pensée, si je peux utiliser ce terme, et d'aller beaucoup plus loin que ce qu'on a pu faire jusqu'à présent? Alors, je pense que ce qui est très vrai, c'est que la biologie est vraiment sous-estimée aujourd'hui, et surtout les décideurs sont souvent des ingénieurs ou des administrateurs, mais très peu des biologistes, et que le retour de la pensée du vivant permet de faire avancer beaucoup de choses. Sur l'intelligence artificielle, j'avais fait tout un livre et une exploration sur l'intelligence artificielle, quand, en fait, tous les fantasmes sur l'intelligence artificielle viennent qu'on déconnecte l'intelligence de la chair qui l'a fait surgir, et qu'au niveau scientifique, en fait, ça ne tient pas la route leur truc, parce que c'est une intelligence purement abstraite qui se résume à la puissance computationnelle, alors que si on comprend biologiquement d'où vient l'intelligence, le phénomène d'homéostasie, etc., on ne parle plus du tout de la même façon, on n'est plus du tout effrayé que les super intelligence viennent voler nos travaux, etc., parce qu'on sait comment on fonctionne. Donc, ce que je veux dire par là, c'est que j'avais même commencé une thèse sur justement les rapports entre système biologique et système philosophique, parce que je trouve que réinscrire la pensée dans la biologie est toujours quelque chose qui nous... D'abord, il y a une forme de vérité. Enfin, je veux dire, quand vous lisez les travaux sur les plus contemporains sur l'évolution naturelle, vous accrochez à quelque chose d'assez tangible et de scientifiquement, disons, validé, qui avance. Donc déjà, c'est rassurant pour un philosophe de ne pas être dans un pur espace abstrait, mais de se raccrocher à quelque chose qui a une forme de vérité, quoi. Et effectivement, les nouveautés en philosophie, c'est le droit des fleuves, les communs, les animaux pensent-ils. Enfin, c'est vrai que ça ouvre un champ considérable de la pensée. Parce qu'en fait, la pensée, elle était restreinte, au fond, à l'être humain pendant 2500 ans. Et tout d'un coup, là, on a un autre univers qui s'ouvre à nous. Et les jeunes philosophes vont s'éclater, parce qu'en fait, il y a tout à refaire. Je parlais des contrats sociaux, mais voilà. Donc, je suis d'accord. Et quand on se déplore du niveau on obsède sur le niveau des jeunes Français en mathématiques, vous savez, c'est le truc. Mais en biologie, on n'en parle pas du tout. Et donc, il nous faut des biologistes un peu partout. Je suis d'accord. Et Francis Allais, effectivement, une lecture très enrichissante, oui. Et on comprend mieux comment on fonctionne. Enfin, bon, je suis désolé, mais il faut s'arrêter parce que j'ai plus que 10 minutes pour signer quelques livres, pour ceux que je n'ai pas totalement rebutés.